Aujourd'hui, la situation est la suivante. C'est que la Banque centrale détient un tiers des dettes publiques. On a eu un endettement public qui est très important quand il est exprimé en termes de points de PIB. Et on a une union monétaire qui tient parce qu'on s'est engagé quand même, bon an, mal an, à ne jamais aller faire de financement monétaire. Les trésors européens ont eu la bonne idée de s'endetter le plus loin possible dans le temps, à des conditions qui sont historiquement très très favorables. Mais aujourd'hui, cette dette-là, il va falloir l'apporter, il va falloir apporter des solutions économiques pour être capable de la rembourser. Sur quel niveau de taux d'intérêt on peut compter à horizon très long pour garantir des conditions de financement qui soient favorables. Le deuxième paramètre qui est sans doute économiquement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important, c'est la façon dont on va être capable de générer de la croissance en réalité. Puisque quand on fait varier le dénominateur, c'est quand même très pratique. La vitesse de croissance du dénominateur est quand même très puissant comme levier. Et en plus, ça permet de construire un appareil, de construire aussi, au-delà du raisonnement économique, il y a aussi un raisonnement d'être ensemble, de former collectif, d'avoir un projet et donc d'avancer dans le temps. Donc le vrai raisonnement, il est là. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie avec les niveaux de dépenses publiques qui caractérisent nos économies aujourd'hui et les stocks de dettes dont on aura hérité, de faire le lien entre la qualité de la dépense publique de demain et notamment son contenu en croissance et son impact sur le niveau de croissance potentiel qui va être celui qui va supporter le bien-être des générations d'étudiants aujourd'hui et d'adultes vieillissants de demain. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'on est arrivé à un moment où réflexion certes sur les leviers de croissance dans l'absolu, l'innovation, whatever you want, mais aussi étant donné la place de l'agent public dans l'activité économique, de réfléchir sur la qualité de la croissance, de l'activité économique et de la croissance qui est associée à cette dépense-là. Donc une question de gouvernance extrêmement profonde, qui est une question politique, in fine. Donc je pense que là, y compris dans l'environnement politique qui est le nôtre aujourd'hui, c'est pas notre sujet, mais il faut réfléchir à ça parce que c'est le bien-être des générations futures qui est en jeu. Évidemment, l'idée selon laquelle la Banque centrale européenne pourrait supprimer toutes les dettes Covid ou le montant, disons, le tiers en moyenne, c'est pas tout à fait la même chose d'un pays à l'autre, mais enfin, au total, le tiers de la dette publique de l'ensemble des pays de la zone euro est évidemment absurde, totalement absurde. D'ailleurs, je ne vois pas d'idée de ce genre circuler, franchement, dans les autres pays européens. En France, l'idée a un peu circulé, comme si, c'était même possible, imaginable une seconde, qu'il y ait un accord en Europe pour une solution de ce genre. 2, comme si nous n'étions pas nous-mêmes, États membres de la zone euro, propriétaires de la Banque centrale européenne. Donc, nous irions tout simplement annuler en effet notre dette à l'égard de la Banque centrale, mais la valeur que représente la Banque centrale diminuerait d'autant dans nos propres comptes, dans notre propre actif très important qui est notre action, si je puis dire, les actions que nous avons dans la Banque centrale européenne. Enfin bref, tout ça est absurde. Il faut dire que c'est absurde, faites passer, parce que ça circule quand même un petit peu et de manière déraisonnable. En plus, croire que le reste du monde qui nous finance va regarder de Hong Kong, de Singapour, de New York, de Londres, les comptes des pays européens en question et de la France en particulier, en se disant « Ah ben oui, on peut leur prêter parce que la dette a été annulée », est vraiment d'une naïveté totale. Ça ne changera rien, sinon peut-être d'aggraver un peu plus une image qui aurait été déjà dégradée par la pression exercée sur la Banque centrale européenne pour qu'elle commettent une telle faute. Donc je crois qu'il faut bien comprendre, d'ailleurs le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a été extrêmement explicite et comment dirais-je, documenté dans ce domaine. Donc oubliez ça complètement. Alors, à partir du moment où on a une vraie dette, qu'il faut vraiment crédibiliser auprès des épargnants, des investisseurs, des participants du marché, français, européens et internationaux,
comme le disait Natacha, le critère le plus important, c'est de faire en sorte que notre croissance potentielle augmente le plus possible. C'est l'intérêt de tous ceux qui sont jeunes en ce moment, des étudiants. S'ils peuvent compter sur une économie qui est en augmentation en ce qui concerne sa croissance potentielle, alors ils sont gagnants et ils auront une vie bien simplifiée. Mais ça suppose des réformes structurelles, la poursuite des réformes structurelles qui ont été engagées en France, mais qu'il faut poursuivre encore plus résolument si l'on veut vraiment faire d'importants progrès. Bien entendu, se concentrer sur l'innovation, sur l'ensemble, disons, de la partie la plus vivante de l'économie. On parlera peut-être à un moment ou à un autre de transition verte. Bref, sur tout ce qui bouge et sur tout ce qui est facteur d'innovation dans l'économie. Et puis, n'oublions pas, nous avons par rapport à beaucoup d'autres pays une dépense publique en proportion du produit intérieur brut qui est très lourde. Pour simplifier, là aussi, je prends un grand voisin qui est tout près, mais je pourrais prendre d'autres exemples. Nous avons la dépense publique en proportion du produit intérieur brut qui est la plus élevée en Europe, la plus élevée dans la zone euro et même en Europe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut être conscient. 10 points de plus de PIB que les Allemands, par exemple, c'est 10 points de plus de frais généraux qui pèsent sur notre croissance, sur nos exportations, sur notre capacité de mieux pénétrer les marchés français, européens et mondiaux. Et donc, la bonne gestion budgétaire reste essentielle, non seulement pour les raisons, à mon avis, que Natacha disait, pour permettre en effet de dépenser du mieux possible ce que nous mettons de côté pour la dépense publique, mais il y a en plus un effort à faire pour la diminuer progressivement en proportion du PIB et nous remettre, si vous voulez, dans la situation de compétitivité maximale, si je puis dire. Alors, donc, la combinaison, réforme structurelle, excellente gestion des finances publiques, me paraît être la bonne réponse. Alors, elle est multidimensionnelle, parce que bonne gestion des finances publiques, c'est complètement multidimensionnel, et évidemment, réforme structurelle aussi complètement multidimensionnelle. Si nous sommes brillantissimes dans les réformes structurelles, et si nous augmentons de manière significative notre croissance potentielle à moyen long terme, si nous optimisons de manière remarquable nos dépenses publiques, de manière à ce qu'elles soient vraiment concentrées sur ce qui va produire de la croissance et de l'emploi, alors on peut imaginer que nous soyons dans une situation où ces deux paramètres suffiraient à ce que, au total, les impôts restent ce qu'ils sont, pourvu naturellement que les deux premiers paramètres que j'évoquais nous permettent d'arriver à voir l'encours de dette en proportion du produit intérieur brut diminuer, c'est à mon avis la clé, diminuer régulièrement année après année. Parce que pour inspirer confiance, pour obtenir de nouveaux emprunts, il faut que les épargnants du monde entier et les participants du marché aient le sentiment que, ils ne vont pas perdre leur argent. Donc, s'ils voient que notre encours de dette augmente en proportion du PIB année après année, quels que soient les taux d'intérêt, quel que soit l'environnement international, ils se diront « oulala, ça va dans la mauvaise direction », d'autant que, bien entendu, il y aura des pays auxquels nous serions comparés qui, eux, auront un encours de dette diminuant en proportion du produit intérieur brut. Puisque, n'oubliez pas, toutes nos signatures sont comparées les unes aux autres en permanence. Donc on se dit où en est exactement le pays X par rapport à Y et Z. Nous, par exemple, nous étions, comme je vous l'ai dit, pratiquement au niveau de l'Allemagne sur ce critère au moment juste avant Lehman Brothers. Maintenant, nous n'y sommes plus du tout. Nous sommes un peu à mi-chemin en ce qui concerne ce critère-là. Il y en a d'autres, mais entre l'Allemagne et l'Espagne. En tout cas, je crois que tout est possible à condition qu'on fasse de très grands efforts. Rien ne se fait sans effort. Et si on ne fait pas les efforts suffisants dans les deux premiers domaines que j'évoquais, alors, en effet, peut-être serait-on contraint d'augmenter les impôts. La transition verte est en soi un élément absolument majeur qui va nous conduire le monde entier à investir beaucoup plus dans l'ensemble de cette transformation structurelle extrêmement profonde de l'économie,
à laquelle les jeunes sont extraordinairement attachés, qui donne un certain nombre d'opportunités, mais qui va peser très lourdement dans l'économie mondiale en investissement supplémentaire. Il faut y ajouter l'obsolescence d'une large partie du stock de capital tel qu'il existe actuellement. Les deux éléments ensemble, et puis beaucoup d'autres paramètres sur lesquels je n'entre pas, feront que probablement la confrontation de la demande et de l'offre d'épargne sur le plan mondial va être très différente de ce qui a été observé dans le passé. Donc moi, je n'exclus pas du tout qu'on ait une augmentation significative des taux d'intérêt réels, et parce qu'il y aura aussi d'autres éléments inflationnistes qui vont jouer, des taux d'intérêt nominaux. Par conséquent, il est possible qu'on ait à faire face, en sus de tout ce qu'on a déjà dit, à un environnement qui serait, pour l'ensemble du monde, pour l'ensemble des pays avancés, pas spécialement pour la France, mais plus exigeant et plus difficile pour tous, pour les jeunes en particulier, que celui que l'on a eu dans le passé. Je mentionne ça aussi en passant. Pas question, évidemment, de dire, à mes yeux en tout cas, les dépenses vertes ne doivent pas être comptabilisées. Ce sont des dépenses d'investissement. Elles sont évidemment comptabilisées par ceux qui nous prêtent de l'argent, par l'ensemble des épargnants, des participants du marché dans le monde entier. Et par ailleurs, sur le plan européen, même chose. Il n'y a pas intérêt, si vous voulez, à faire disparaître ça. Alors, on peut, quand on remettra au point la règle des 60%, qui évidemment ne va pas perdurer, on verra comment prendre en compte de manière beaucoup plus lâche un certain nombre de choses. Mais de toute manière, on ne peut pas faire disparaître de vraies dépenses. On ne peut pas faire disparaître de vrais investissements. Et ça, c'est un petit péché mignon de notre opinion publique aussi, qui dit qu'il n'y a qu'à annuler les dettes, et qui de temps en temps dit mais il ne faut pas compter les dépenses d'investissement, dépenses d'enseignement, il ne faut pas compter l'enseignement supérieur parce que c'est une dépense d'investissement, on ne la compte pas, les dépenses militaires, il ne faut pas les compter non plus, etc. Vous voyez, là ce sont des artifices, mais qui ne correspondent pas à la réalité sous-jacente, et notamment à la dure réalité sous-jacente du fait qu'il faut séduire les épargnants français, européens et du monde entier. Et on ne les séduit pas en faisant disparaître ou s'évaporer de vraies dépenses ou de vrais investissements. Oui, bonjour, ravi de vous rencontrer. Donc, je m'appelle Bertrand Séné, je suis économiste et je suis un ancien de Sciences Po. Je m'interroge en vous écoutant si on n'est pas en train de prendre le problème à l'envers et si finalement le système actuel de financement des États est vraiment en capacité de financer une économie durable. Je m'explique. Dans le système que vous avez présenté, dans la logique que vous avez présentée, il faut chercher à payer les échéances pour rassurer les investisseurs et pouvoir à nouveau emprunter par la suite. Très bien. Soit. Et vous avez dit finalement la solution, la meilleure, ce serait de faire de la croissance, et même d'en faire le plus possible. Alors il y a un imaginaire pour moi qui travaille sur l'écologie depuis une vingtaine d'années. J'ai eu Corinne Lepage à Sciences Po, qui est complètement délirant. Et je vais vous dire pourquoi. Quand, par exemple, les vélos remplacent les voitures en ville, et donc que les gens ne rachètent plus de voitures, mais qui désormais ils circulent à vélo, c'est de la décroissance. Et c'est une décroissance considérable. Quand les gens mangent plus de végétaux, plus de fruits et moins de viande, c'est de la décroissance. Elle est considérable également. Donc je crois que vous n'avez pas conscience d'une chose, c'est qu'en réalité, la transition qui est en train de se faire, elle inclut de la décroissance dans un tas de domaines, et surtout, il n'y a aucune raison pour qu'on remplace tout ce qui aura diminué par une croissance dans d'autres domaines, parce que ça voudrait dire qu'on invente des nouveaux besoins, des nouveaux produits qu'il faudrait vendre, etc. Alors, je termine là-dessus. Il y a une chose qui est assez, pour moi, étrange, c'est que vous dites, par exemple, que la dépense publique, c'est donc quelque chose qui coûte et qu'il faudrait plutôt essayer de la réduire.
Et que ce qui est formidable, c'est quand les entreprises font des tas de produits et que ça fait de la croissance. Je suis désolé, mais la satisfaction des besoins, ça peut être, par exemple, le fait qu'on dépense énormément d'argent dans l'éducation et que les enfants apprennent à se contenter de beaucoup moins et à vivre de façon beaucoup plus écologique. Et ça peut demander à avoir des intervenants dans les écoles et ça peut coûter très cher. Et c'est tant mieux. Donc la dépense publique, ce n'est pas nécessairement une chose négative. Le gros problème, je finirai là-dessus, c'est le mode de financement des États. Aujourd'hui, on a un mode de financement qui est de la dette avec des taux d'intérêt qui, pour l'instant, sont faibles, mais vous l'avez dit, ils pourraient très bien remonter. Ça oblige à faire de la croissance. Et là, je suis complètement d'accord avec vous, ça oblige à faire de la croissance. Donc, ça veut dire que si on veut avoir une économie... Comment financez-vous les États, alors si d'un mot, parce que... Voilà, d'un mot, en fait, je vous inviterai à lire mon livre qui s'appelle Ecosophia. Vous trouverez tout ça dedans, mais en gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité technique de créer de la monnaie pour financer ce qu'on a besoin de créer. Mais par contre, il y a une chose qui manque énormément et qu'on n'a pas, c'est la capacité de détruire de la monnaie en fonction des besoins. Et ça permettra peut-être de résoudre les problèmes que vous avez présentés. D'accord, on va lire votre livre. Et par ailleurs, il y a un vrai débat, en effet, sur le thème de la décroissance. Et vous n'êtes pas le seul à penser qu'en effet, la transition verte, c'est largement de la décroissance, en tout cas de la décroissance des PIB tels qu'on les mesure actuellement. C'est un vrai débat, je n'entre pas dans le débat. Mais la transition telle qu'il faut l'envisager, elle nous conduit quand même pas simplement à faire en sorte que les pédales remplacent les voitures, etc. Elle suppose aussi qu'il y ait vraiment des investissements monumentaux. Et ces investissements monumentaux, il va falloir les financer. Il y a consensus, me semble-t-il, d'experts pour penser, même si les éléments que vous avez mentionnés existent, il y a incontestablement une meilleure utilisation de l'ensemble des biens et services dans le cadre, si vous voulez, d'une nouvelle culture qui va émerger, mais il n'en reste pas moins qu'il y a énormément de dépenses à faire. Et par ailleurs, alors si vous pensez que ce sont les banques centrales qui, en émettant de la monnaie, peuvent merveilleusement financer toutes les dépenses vertes que vous envisagez, alors je vais vous dire comment ça va se terminer. À un moment ou à un autre, l'égoïsme des pays avancés qui croient qu'ils peuvent compter éternellement sur leur monnaie d'un côté et leur trésor de l'autre, eh bien cet égoïsme sera volatilisé parce que le reste du monde n'aura pas confiance. Et donc, si vous financez tout ça par de l'émission monétaire, ce sera à un moment ou à un autre de la pure monnaie de singe, parce que le reste du monde ne va pas accepter que le dollar est toujours un dollar crédible, que l'euro est toujours un euro crédible. C'est très grave ce que je viens de dire, parce que, si vous voulez, je vous donne des ordres de grandeur. Le dollar des États-Unis est dans un pays dont l'actif net était négatif de 25% il y a environ 13 ans. Il est maintenant négatif de 75%. Ça ne va pas durer éternellement. L'égoïsme des pays avancés, depuis, disons, l'avant-dernière crise, c'est-à-dire Lehman Brothers, et au travers du Covid, a été tiré à l'extrême, à mon avis. Encore une fois, signature des devises, signature des États. Et donc, je vous demande de reprendre peut-être le paragraphe du livre ou le chapitre du livre qui pense qu'on règle tous les problèmes avec l'émission monétaire des banques centrales. Mais ça va nous conduire à avoir une conversation de corridor après. En tout cas, merci de votre intervention. Bonsoir, Marc Gibelli, donc étudiant aux Mines et à Sciences Po. Je voulais revenir sur la question sur la décroissance, mais l'aborder d'une différente manière. On a dit qu'on ne voulait pas rentrer dans le débat de la décroissance, mais pour rentrer dans le débat, il faudrait d'abord qu'on ait le choix. La crise Covid ne sera certainement pas la dernière crise qu'on connaîtra et certainement pas la dernière crise de cette ampleur. Je pense notamment aux crises environnementales, mais on ne peut pas ignorer non plus d'autres crises sanitaires. Et dans ce genre de crise, on a vu qu'on impactait beaucoup la croissance et la réponse que vous nous avez apportée depuis le début de la conférence, c'est essentiellement de s'appuyer sur la croissance pour subvenir aux besoins qu'impose la dette sur nos économies. Ma question est la suivante. Dans le cas d'une décroissance subie, c'est-à-dire une décroissance qu'on n'aurait
dont on n'aurait pas le choix et qui sera un peu la norme du fait de l'épuisement aussi des ressources de la planète, qui nous permettrait également de créer la croissance dont vous parlez en produisant à partir de ressources. Donc dans cette impossibilité, comment faire si jamais une croissance est possible, je pense à la croissance dont parlent des économistes comme Aguillon qui s'appuierait sur l'innovation dont vous avez parlé, qui plafonnerait en gros à 1,5%. Est-ce que ça suffirait pour rembourser une dette énorme qui s'accumulerait de plus en plus? Voilà. Je vous remercie pour votre réponse et pour la conférence. Quelques mots. Moi, je veux bien rentrer dans le débat de la décroissance, en fait. Je pense on a fait notre... Je ne sais pas si vous étiez là, du coup, et vous êtes étudiant à Sciences Po, donc peut-être que vous étiez là, mais notre lecture introductive de l'année a été donnée par Lord Stern, qui a été le fondateur de la... et qui a répondu exactement à cette question en disant qu'il fallait en gros financer, c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, qu'il fallait financer cette transition, que même si l'objectif ultime c'était une transition réussie, il fallait dans l'intervalle générer des ressources qui permettaient d'y arriver indépendamment du stock de dette historique. Là, vraiment indépendamment de ce qu'on a déjà remboursé. Donc on parle vraiment du financement du mode de fonctionnement économique pour demain. Mais tout ce dont on parle là, ces notions de décroissance, c'est basé sur une grille de lecture de la valeur ajoutée. Et je pense qu'on confond la nature de la grille de lecture de la valeur ajoutée et l'intensité en ressources rares de cette grille de lecture de la valeur ajoutée. Ce que je disais tout à l'heure sur la comptabilité extra-financière, c'est qu'on peut très bien s'emparer d'un sujet extrêmement profond, parce qu'on révise les cadres comptables tous les 100 ans, hein, ce n'est pas un des trucs qu'on fait tous les 5 ans, mais de se dire on veut comptabiliser autre chose. On veut, vous parliez tout à l'heure des besoins d'éducation massifs pour les petits, les moyens et les grands, pour la façon dont on vivra demain. L'éducation, c'est bien une valeur ajoutée qui aujourd'hui, en l'occurrence, est portée dans la plupart des cas par les puissances publiques et donc c'est de la dépense publique, mais on s'en fiche un peu que ce soit de la dépense publique. C'est de la valeur ajoutée en termes de capital humain collectif, en termes de société, et donc on peut très bien décider de changer notre grille de lecture de la comptabilité nationale et de la comptabilité des entreprises pour prendre en compte ce qu'à l'époque où on a mis en place ces cadres de comptabilité, alors c'était Luca Pacioli, mais c'était grosso modo quand même l'après-guerre avec la Contanat, on peut réfléchir à ça et on doit réfléchir à ça. Et ça ne doit pas forcément nous faire aboutir à une notion de décroissance. Pour moi, c'est une norme d'appréciation de la valeur ajoutée. Et la deuxième question, qui est à mon avis liée mais quand même bien distincte, c'est effectivement que de fait la croissance qui a été accompagnée par un mode de fonctionnement économique qui s'apparente au capitalisme financiarisé anglo-saxon, ça s'est appuyé sur l'épuisement de réserves de biens en quantité finie sur la planète. Et donc, ça, c'est un autre raisonnement. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre les deux parce qu'on crée de la confusion qui ensuite est même assez antagonisante sur des dimensions qui, selon mon point de vue, sont problématiques pour la société parce que c'est antagonisant sur des dimensions générationnelles. On se met à reprocher aux vieux que nous sommes d'avoir ruiné la planète. Et en fait, on a du mal à se projeter sur la génération suivante qui va peut-être vous dire « mais vous nous avez tous flingué nos gènes avec tous les téléphones. » Enfin, voilà, on ne sait pas de quoi sera fait demain et je pense que dans un esprit de continuité et constructif qu'on peut repenser à ces grilles de lecture et ces grilles d'analyse de la valeur ajoutée. C'est une façon de voir, de concevoir l'activité économique sur un mode croissance. Je n'ai pas commenté les visions de Philippe Aguillon que je trouve très très fructueuses, mais bon, c'est encore une autre dimension. Je ne me porte pas en faux par rapport à ce que vous dites, mais je propose une lecture un peu différente qui soit vraiment constructive pour un futur commun. Ma compréhension de cette idée, si vous voulez, selon laquelle on peut faire des économies formidables. Les éléments de décroissance que vous présentiez, c'était on va utiliser beaucoup mieux l'ensemble des biens et des services dont on dispose, d'abord, premièrement. Et ça va être pris en compte par le PIB comme un PIB qui décroît. Et c'est vrai, si on utilise beaucoup mieux les choses, même dans un domaine qui est ultra simple, hein,
auparavant, fabriquer des disques en vinyle ou des disques un peu plus perfectionnés, ça supposait la mobilisation de beaucoup d'usines. Maintenant que la musique se transmet par bits, on a beaucoup moins d'usines. Alors, il faudrait faire tout le calcul pour voir, en prenant en compte l'ensemble des éléments, si vraiment on a un PIB qui s'est contracté. Je pense que oui, je pense que le PIB s'est contracté du fait de cette innovation technologique spectaculaire. Et ça doit pouvoir être observé dans beaucoup d'autres domaines. Mais ça ne change rien au fait, me semble-t-il, qu'il ne faut pas gaspiller, premièrement, qu'on ne doit pas gaspiller, qu'on est contraint par la planète et que donc on doit gérer convenablement la planète, qui est notre vaisseau spatial et dont on ne peut pas partir, en tout cas pas encore. Et puis, troisièmement, il me semble que croire qu'il y a une baguette magique ou une corne d'abondance qui va nous permettre de financer n'importe quoi est évidemment une erreur. Chaque fois qu'on dépense quelque chose, quelqu'un a dû le financer. Alors ce quelqu'un, en ce moment, c'est triste à dire, mais ce n'est pas nous, Français, ce sont ceux qui nous prêtent de l'argent de l'extérieur. Et c'est quelque chose qui est rude, il faut l'accepter. Alors on peut dire, si on crée de la monnaie indéfiniment, ça sera l'inflation qui va permettre de financer toutes sortes de choses. Mais l'inflation, elle est particulièrement dure pour les plus pauvres et les plus démunis. Ceux qui ont de l'argent s'en tireront parce qu'ils se protégeront, ils se hedgeront, si je puis dire. Mais les plus pauvres et les plus démunis sont toujours les plus frappés, si vous voulez, par l'inflation. Et donc, de toute manière, quand on dépense de l'argent, quelqu'un doit financer. Dans la culture française, dans le débat public français, souvent on a l'impression que non. Ou alors on a l'impression que c'est tout simple parce que Louis XIV est plus ou moins toujours dans son beau château. Comme le château est superbe, il a sûrement beaucoup d'argent dans sa cassette et il peut donc distribuer l'argent qu'il a sans que ça porte préjudice à qui que ce soit. Mais évidemment, ce n'est pas vrai. Et même pour Louis XIV, ce n'était pas vrai. Et Louis XVI, lui, il n'avait plus d'argent du tout, comme vous le savez, après la Révolution américaine et son financement par les Français. J'arrête là. Très bien, merci à tous.